BFM Business. À but non lucratif, Didier Meilleran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour À but non lucratif. Ce week-end, nous sommes au Parlement européen à Bruxelles à l'occasion du printemps européen de la philanthropie. C'est une première édition, ce 12 mai. Elle a réuni des acteurs majeurs des philanthropies européennes, un véritable enthousiasme, des philanthropies européennes qui se positionnent comme complémentaires aux actions publiques, aux investissements solidaires des entreprises. Un enjeu, renforcer le dialogue entre les acteurs des philanthropies européennes et les institutions européennes. Un objectif, montrer la diversité des philanthropies européennes et démontrer le caractère pragmatique. Les actions des philanthropies européennes, ça fonctionne sur les territoires. Et pour en parler avec nous, Laurent Thieul, bonjour. Bonjour. Vous animez un club de football, le FC Cranum, et vous nous direz comment ce club de football participe à la philanthropie européenne sur les territoires. Ludwig Forest, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Fondation du Roi Baudouin et également du réseau transnational Giving Europe. Et vous en parlerez tout à l'heure. Bernard Uttendal, bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez de VPA, l'European Venture Philanthropy Association. Je l'ai bien dit? C'est correct, oui. Alors vous nous expliquerez. Maria Oreras, bonjour. Bonjour. European Foundation Center, vous nous direz aussi de quoi il s'agit. Avec nous également Virginie Rosière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne et vous tenez un langage sur l'économie sociale et solidaire et la philanthropie en particulier. Marie-Noëlle Kaiser, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec le projet WeForest et vous nous parlerez également en détail de ce dont il s'agit. Alors pour commencer, parlons des enjeux. Et l'enjeu, c'est de créer, de fédérer les acteurs de la philanthropie avec ce premier printemps des philanthropies qui s'est tenu le 12 mai. Ludwig Forest, comment vient cette idée? Elle est née à la Fondation Roi Baudouin? Elle est née à la Fondation Roi Baudouin, mais elle est née surtout avec tous les acteurs. C'est vraiment la première fois où tous les acteurs européens se sont mis derrière une initiative et ont voulu montrer, comme vous l'avez dit, la beauté, la diversité, le dynamisme et la modernité de la philanthropie. Qu'est-ce que c'est le TGE? Voilà un sigle, un Transnational Giving Europe. On en a parlé hier aussi, c'est le Transnational Giving Europe. Ça permet de faire des dons d'un pays vers un autre pays, tout en gardant les avantages fiscaux. Je vous donne un exemple. Le Louvre a des donateurs un peu partout en Europe, et plutôt que de créer des structures légales dans ces divers pays, ils utilisent le Transnational Giving Europe. Donc des donateurs belges peuvent soutenir le Louvre, des donateurs espagnols peuvent soutenir le Louvre à travers des fondations et des partenaires nationaux avec l'avantage fiscal. Alors je vous propose de donner la parole aux femmes. Puisque nous avons la chance d'avoir 3 femmes sur le plateau. Maria Oreras, European Foundation Center, expliquez-nous quel est l'enjeu de cette organisation. Bon, nous sommes une association européenne des adhérents et dont le but est de encourager et renforcer la philanthropie organisée en Europe. Et nous avons des adhérents qui sont des fondations de toute origine, d'entreprises familiales et autres, qui interviennent dans tous les domaines de l'intérêt général. Nous avons 220 adhérents qui représentent un tiers de la dépense philanthropique en Europe. Et vous nous venez d'un pays du soleil. Tout à fait. Moi, je fais un grand effort de partager cette émission en français. Et de laisser votre langue natale espagnole, c'est ça? Oui, plutôt l'anglais. Nous travaillons plutôt en anglais. Merci de cet effort, en tout cas. Madame Marie-Noëlle Kaiser, WeForest, quel est le projet? L'enjeu? L'enjeu, WeForest est une association internationale basée en Belgique, en France, aux États-Unis et bientôt en Éthiopie. Éthiopie, d'où je reviens de reportage. Vous allez où en Éthiopie? On est près d'Amhara, Tigré, dans le nord. D'accord. Et donc, alors l'enjeu? L'enjeu de WeForest, c'est de stopper le réchauffement climatique. Et pour nous, la philanthropie, c'est essentiel. Nous, grâce au réseau TGE, dont nous parlions à l'instant, nous bénéficions dans tous les pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis de la déductibilité fiscale pour les particuliers et pour les entreprises. Et ce que nous aimons dans la philanthropie, c'est un peu la transformer.
On a souvent pensé que la philanthropie, c'était donner, juste donner. Et en fait, le modèle que nous avons développé, c'est de recevoir davantage que ce qu'on donne. Alors vous nous expliquerez en détail. Absolument. Virginie Rosière, députée européenne. Alors dites-nous, comment vous regardez cette question des philanthropies alors que vous avez une casquette ESS, économie sociale et solidaire aussi? Oui, mais plus largement, on voit que quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui est un domaine cher aux institutions européennes dans lequel l'Europe est très engagée, ou comme sur les questions d'accueil des réfugiés, d'insertion des réfugiés, où nous avons travaillé avec M. Thiel, il en dira un mot. On a une complémentarité certaine entre les différents domaines. La philanthropie telle qu'elle, nous en discutons aujourd'hui, des entreprises, d'autres types d'entreprises à but non lucratif, du domaine de l'ESS, et puis des politiques publiques et l'intervention publique. Et ce sont vraiment des initiatives complémentaires qui permettent de toucher des publics différents, que ce soit sur des publics de donateurs, sur l'implication d'entreprises ou de particuliers, et puis aussi qui permet d'aller cibler des actions différentes avec voilà, un cadre qui peut être plus souple, un petit peu plus différent pour la philanthropie. Donc on a vraiment cette, je pense, nécessité de complémentarité, mais une complémentarité qui est reconnue, alors à des degrés divers, par les différents États européens, puisqu'ils accordent un certain nombre d'avantages fiscaux, de cadres de valorisation. Mais on voit qu'on a aussi, si on veut porter des initiatives à l'échelle européenne, peut-être à travailler justement sur la fluidité des initiatives transnationales, transfrontalières au niveau européen. Quelle est la structure, l'organisation, la cellule, je ne sais pas comment dire, qui est en charge des actions de philanthropie pour les institutions européennes? Alors c'est un petit peu... Voilà, nous, au Parlement européen, nous avons plus un rôle de législateur, donc travailler à justement poser un cadre juridique qui peut permettre cette mobilité, qui peut permettre des échanges plus faciles entre des organisations qui relèvent d'États différents. Ce n'est pas la première fois que le sujet est sur la table. La définition européenne commune d'une fondation ou d'une coopérative ont déjà été, alors qu'on soit donc sur de la philanthropie ou de l'ESS, ont déjà été posées. Mais c'est toujours une grande difficulté parce que les États membres ont chacun leur spécificité, ils sont attachés. Laurent Thiel, alors ce club de football, expliquez-nous. C'est un club de football comme il en existe des milliers en Europe. On a voulu essayer de prouver à l'échelle d'un petit club comment le sport, et le football en particulier, pouvait être un facteur d'intégration de jeunes réfugiés en plein cœur de la crise massive et l'afflux massif de réfugiés. Ça se passe dans quelle commune? Ça se passe dans une commune à la périphérie de Bruxelles, à Krijnem, où on a un petit club avec 350 jeunes qui sont d'ailleurs issus de 42 pays différents. C'est une vraie plateforme multiculturelle. Nous avons décidé, avec le soutien, je vais en parler tout à l'heure, de beaucoup d'institutions publiques et d'entreprises privées, d'accueillir des jeunes réfugiés demandeurs d'asile depuis 2 ans. On a accueilli 1000 réfugiés et nous sommes intervenus pour faciliter leur intégration et voir comment on pouvait développer à l'échelle d'un pays, la Belgique, mais à l'échelle de plusieurs pays dans l'Union européenne, cette échelle de solidarité pour l'accueil à travers le support sportif de populations qui auront bien besoin qu'on leur ouvre des portes. Pour ce qui est de vous, Bernard Untendal, l'European Venture Philanthropy Association, là aussi expliquez-nous quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'en Europe, il y a des défis sociaux qui ne se résoudent pas de soi-même, qui sont là pour des bonnes raisons, qui ont besoin d'autres solutions que ceux qui sont déjà apportés et qui ont besoin d'un développement qui est plus que un appui, un support qui est plus que le support financier. Donc nos membres sont des fondations ou des fonds qui développent avec les entreprises à travers sociaux. Les pays membres? Exact, oui. Donc vos membres, ce sont des fondations espagnoles, italiennes, allemandes, françaises, oui. etc. Ou des fonds dédiés qui sont financés par d'autres fondations qui veulent, avec l'entreprise sociale, développer et s'engager à long terme pour innover en fait et développer de nouvelles solutions pour des problèmes et des défis qui se posent. Et nous faisons ça en donnant de l'appui financier, stratégique et d'aider à mesurer l'impact et de mettre bien l'objectif et d'essayer de co-développer avec l'entrepreneur. Ludwig Forest, pour la Fondation du Roi Baudouin, mais aussi avec votre casquette de Transnational Giving Europe, quand on parle de complémentarité, et Virginie Rosière a employé ce mot-là plusieurs fois, complémentarité entre les actions philanthropiques
Action publique, action des entreprises, action d'autres organismes à but non lucratif. Est-ce qu'il y a, j'ai pas eu la réponse là-dessus, est-ce qu'il y a un organisme dans les institutions européennes qui est vraiment en charge de déployer les philanthropies sur les territoires européens? Ben, je n'ai pas la chance. Comment on décide de mettre tant d'argent sur telle action sur un territoire européen pour lutter contre le chômage ou sur des actions de citoyenneté, d'y mettre de l'argent public à vertu philanthropique? Mon premier métier est d'être conseiller en philanthropie. Donc, je donne avis à des philanthropes qui veulent s'engager, des familles, des entreprises, des individus. Donc, les moyens qui sont gérés à travers la Fondation Rambaudouin ou qui bénéficient de conseils de la Fondation Rambaudouin sont plutôt des moyens privés. Alors effectivement, on travaille très fort en complémentarité avec l'État et les institutions européennes et les institutions locales, fédérales, régionales. Pourquoi? Parce que le philanthrope est dans une position de prendre des risques. Il peut prendre des risques, il peut tenter des choses, il peut soit réussir ou il peut soit apprendre. On dit qu'il n'échoue jamais. Parce qu'il il a une vision du monde, il tente quelque chose, il veut... Le philanthrope est un aventurier. Est un aventurier de l'intérêt général. Philanthrope est un aventurier de l'intérêt général. C'est formidable comme définition. Ben, elle vous revient. Donc, le philanthrope, effectivement, va pouvoir tester certaines choses. Et le but ultime du philanthrope, c'est de pouvoir le présenter. Il ne peut pas le faire tout seul, ça c'est sûr. Il doit être modeste. Il le fait avec des partenaires, publics, privés. Et quand il réussit, son rêve ultime, quelque part, c'est que son idée qui a réussi soit reprise par des acteurs plus grands que lui. Et comme ça, il peut se concentrer sur une autre chose. C'est comme ça que tous les membres du Centre européen des fondations, les membres de l'IVPA, on travaille tous comme ça. Et c'est ce que vous faites quelque part aussi dans vos deux projets. Alors c'est pas parce que nous parlons de philanthropie que nous ne parlons pas d'argent. Je vais demander maintenant à chacune et à chacun d'entre vous de nous parler de leur modèle économique. Quelles sont les sources de financement? Comment vous fonctionnez sur le plan financier? On commence peut-être par vous, Maria Oreras, pour l'European Foundation Center. Quel est le modèle économique? D'où viennent les fonds? Oui, en fait, c'est un modèle relativement simple. Nous sommes une association à but non lucratif de droit belge, comme beaucoup d'autres associations des représentations d'intérêts ici en Belgique, en fait. En France, on dit association loi 1901. Voilà. Et la spécificité, en fait, c'est que nous n'avons pas de fonds publics. C'est-à-dire que nous vivons de la contribution de nos adhérents et qui payent une cotisation annuelle pour faire par partie exemple, qui sont vos adhérents? Et en fait, en fonction, par exemple, la Fondation des France, pour vous donner un exemple français, et la Fondation Mérieux, enfin, bon, voilà, si on revient à la France, mais c'est... Et donc des équivalents dans d'autres pays? En Italie, en Allemagne, en Espagne, qui sont vos adhérents? Effectivement. Comme je disais tout à l'heure, on en a 220 et en fait, on couvre 40 pays puisque notre définition de l'Europe est plus large, on va dire, que la définition purement européenne. Et quel est le budget global de l'European Foundation Center? Et 4 millions. Par les cotisations des membres. On a en fait 3 tiers, un tiers des cotisations des membres, un tiers qui sont des projets spécifiques, par exemple thématiques, où en fait on a des groupes de travail et sur des questions d'intérêt de nos adhérents. Et en fait, donc voilà, c'est par projet. Et un autre tiers qui sont des contributions volontaires. Et puisqu'il y a un groupe d'une quarantaine de fondations, dont la Fondation Roi Baudouin, qui est un de nos fondateurs, qui croit dans les projets de la philanthropie, enfin, qui croit dans notre rôle, en fait, comme un des acteurs pour que la philanthropie puisse vraiment s'épanouir. Et voilà, et qui est un grand printemps européen version 2 à travers l'ensemble des territoires l'année prochaine. Tout à fait. Pour vous, Laurent Thiol, quel est le modèle économique de ce club de football? Et j'aimerais bien que vous me disiez 2 mots sur votre casquette du comité des régions. Au comité des régions, ça me permet de regarder à l'échelle européenne comment des secteurs comme le sport, je l'ai dit, mais d'autres secteurs peuvent contribuer à faciliter sur des dossiers délicats et qui sont menacés sur le plan social,
à trouver des pistes pour, en l'occurrence, favoriser l'intégration de jeunes migrants. Nous, au club de football, nous avons accueilli en 2 ans 1 millier de jeunes réfugiés. 3 jours par semaine, ils reçoivent des cours de français, ils jouent au football dans nos équipes, on les habille, on les nourrit, ça coûte de l'argent, on les transporte. Et d'où vient cet argent? Cet argent vient pour l'essentiel de la Commission européenne avec le soutien du Parlement européen et de la fondation UEFA for Children. Ça, ce sont des financements publics. La Fondation Roi Baudouin, bien entendu. Et puis des entreprises privées comme Engie, comme Lévi-Strauss, à travers leur fondation. Et quel est le budget global? Une enveloppe globale de 100 000 € sur 2 saisons. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent qui va directement à un service rendu à ces jeunes réfugiés. Virginie Rosière, c'est le rôle donc des institutions européennes de financer d'une façon philanthropique, par exemple, ce type d'initiative sur les territoires? En fait, les financements européens ne vont pas forcément être directement ciblés sur tel ou tel type de porteur de projet. Ça va être plus autour d'une thématique, comme par exemple l'accueil des réfugiés, comme pour le cas du club de foot de Krainem. Mais après, les porteurs de projets, les structures qui vont amener les projets peuvent être de toute nature. Ça peut être des entités publiques, des administrations locales, ça peut être des associations, avec l'appui, le cas échéant, de fondations, ou même directement des fondations qui vont amener un projet dans la thématique et dans les objectifs du programme européen en question, et qui vont pouvoir bénéficier de ces financements. Mais c'est vrai que dans le cas de Krainem, on est sur quelque part des financements croisés entre de la philanthropie privée pure, une fondation comme celle de l'UEFA où on est sur quelque chose d'intermédiaire, et puis des financements publics européens qui sont ceux de la Commission. Encore une fois, on retrouve cette même complémentarité. Imaginons qu'il y ait pour projet que le football, puisqu'on est là-dessus, mais ça pourrait être un autre sport ou une autre activité, devienne réellement un enjeu d'éducation ou de citoyenneté à travers les territoires. On pense à Sport dans la ville en France. Toutes ces associations, elles vont se retourner vers les institutions européennes pour demander des financements sur des budgets de la philanthropie des institutions européennes. Est-ce que c'est, encore une fois, le rôle des institutions européennes, puisque tout cela, c'est l'impôt des citoyens des pays membres. Est-ce que c'est le rôle des institutions européennes que de financer des actions philanthropiques sur les territoires ? Alors, encore une fois, ce n'est pas le financement directement d'actions philanthropiques. Par exemple, pour les actions ça va être le FSE, le Fonds social européen. Qui, oui, donc, il est doté de combien ? Alors là, je vais vous dire des bêtises, mais donc c'est en fait de la péréquation à l'échelle européenne, donc la collecte des contributions des États et ensuite une redistribution en fonction de la situation sociale dans les États membres. Donc on est vraiment sur de la péréquation, de la redistribution à l'échelle européenne, comme peut le faire un État sur son territoire, sur des besoins bien spécifiques qui sont les besoins d'insertion sociale. Encore une fois, ce ne sont pas des budgets directement fléchés vers de la philanthropie. Ce sont des budgets qui servent à financer des actions pour de l'insertion sociale. Et à ce moment, le porteur de projet peut être d'une nature différente. Ce que je voudrais rajouter, si vous me permettez, sur ce que vient de dire Mme Rosière, c'est que la Commission européenne ne peut pas financer des milliers de clubs sportifs. En revanche, c'était ça qu'il y avait dans ma question, elle serait ruinée. Déjà oui, que c'est très difficile pour les concitoyens qui nous écoutent. Vous avez vu qu'en France, la discussion politique a été très forte. Il a fallu trancher entre un projet pro-européen ou un projet qui n'est pas européen. Et on sait d'emblée que la prochaine fois, si l'Europe ne marche pas et que les citoyens ne sentent pas que l'Europe manifeste de la solidarité, réellement l'enjeu européen, il risque d'y avoir... Elle est dans son rôle. Qu'elle le fasse de manière structurelle, elle est aussi dans son rôle. Elle peut prendre aussi, comme cela a été dit, des exemples types comme celui du club que je représente ici. Et qui sont peut-être à déployer. Comment vous réagissez, Bernard Uyttendal ? Est-ce que vous pouvez nous dire, quel est votre modèle économique et ensuite comment vous réagissez à ce qu'on est en train d'aborder ? Oui. Non, notre modèle est aussi assez simple. Nous avons un tiers de nos revenus qui sont contribués par les membres, en tant que membres ou pour les formations qu'on organise ou les conférences qu'on organise. Il y a un tiers qui est payé par toute une série de fondations ou de fonds qui veulent nous aider, comme le BMW Foundation ou la Fondation de CRT. Il y en a beaucoup plus que je ne peux pas mentionner, il y en a une dizaine. Et on essaye de faire une rotation. Et puis il y a un tiers qui est financé par la Commission même, par la DG Emploi. Nous sommes le réseau qui a été sélectionné pour stimuler les financements d'entreprises sociaux. Et nous avons une collaboration qui se fait déjà 4 ans. Donc European Venture Philanthropy Association, entre autres missions,
participe à organiser un déploiement d'entreprises à enjeux sociétaux. Exact, et qui sont durables. Qui peuvent à terme se financer eux-mêmes et devenir autonomes. C'est l'objectif. Quel est le budget de l'European Venture Philanthropy? Notre budget, c'est environ 1,6 million. Un tiers de la Commission européenne. Oui. Et là encore, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment visible sur les territoires? Et je disais que le vote français, tout neuf, avec ce nouveau président, c'est joué entre pro-européens ou contre l'Europe. S'il n'y a pas sur les territoires, l'année prochaine, dans les 2 ans, dans les 3 ans, une très forte visibilité des actions européennes sur notre territoire, la prochaine fois, le vote, ce sera comme en Grande-Bretagne ou comme ailleurs. Que faire pour que ce soit plus visible? Non. Et vous réagirez, hein? Bien sûr. La question que je reçois souvent, c'est est-ce que vous supportez ceux qui sont déjà là, et les organisations, les fonds qui s'organisent déjà dans un pays, ou est-ce que vous supportez les régions en Europe où le besoin est très très haut, où le chômage, où l'intégration sociale est... C'est pour ça qu'il y a eu le Brexit, puisque dans les zones rurales en Grande-Bretagne, les zones délaissées ou fragiles, le vote s'est exprimé. C'est pour ça qu'il y a ce taux de vote nationaliste en France et sur d'autres territoires, dans les zones rurales ou dans les territoires délaissés ou dans les zones fragiles. Ils ne sentent pas le pragmatisme européen, ils ne sentent pas les philanthropies européennes. Un petit peu étrange, parce que en fait, vous voudriez... L'Union européenne contribue, finance des projets qui sont portés d'ailleurs par des structures de toute nature. En général, vous allez avoir le drapeau européen dans un coin, mais j'ai l'impression qu'à la fois, c'est normal de vouloir valoriser l'action européenne, je suis la première à m'en féliciter, à tenter de le faire au quotidien dans ma circonscription. C'est beaucoup de travail, tous les acteurs ne jouent pas nécessairement le jeu. Mais cette réalité de l'action européenne, elle est là, mais l'Union européenne ne peut pas arriver et être pertinente en elle-même seule sur les besoins de terrain. On a besoin de relais d'acteurs, justement, de porteurs de projets qui connaissent les réalités de terrain, qui s'adaptent à des situations concrètes et justement qui apportent des solutions concrètes. Mais et madame, donc, c'est aussi vous mesurez bien et donc après, c'est un enjeu de communication, le peu de perception qu'en ont les Français ou les Anglais. Quand vous parlez de détresse sociale, c'est une réalité. L'Union européenne intervient, on peut trouver que ça n'est pas assez, moi je voudrais qu'on ait un budget européen, des ressources propres, plus d'action, plus de solidarité européenne. Je trouve qu'on n'a pas assez de solidarité européenne, peut-être pas assez de visibilité aussi, mais la question de la détresse sociale, elle passe aussi par des choix politiques nationaux. Particulièrement, vous avez parlé du Brexit, sur la Grande-Bretagne, ce sont les politiques conduites par David Cameron qui ont quand même conduit à l'accroissement des inégalités. C'est tout un paradoxe que ça se retourne ensuite vers l'Union européenne qui, pour le coup, n'était qu'assez peu impliquée dans ces choix. Merci de ces explications. Ludwig Forest, la Fondation Roi Baudouin, le modèle économique, et puis aussi votre regard sur cette cohérence entre la philanthropie, les philanthropies en Europe, les enjeux sur les territoires et peut-être les perceptions qu'en ont les concitoyens dans les pays membres. Mais c'était tout l'objet de la réunion d'hier. En effet, c'était comme vous l'avez bien dit, l'Europe a besoin de tous les acteurs et l'objectif était de montrer hier que les acteurs philanthropiques, les réseaux européens sont là aussi pour essayer de promouvoir l'action européenne sur les territoires. Je viens à la Fondation Roi Baudouin, donc nous existons depuis plus de 40 ans maintenant. Notre modèle de financement est aussi divisé en 3, désolé, on revient toujours avec la règle des 3 tiers sur le plateau aujourd'hui. La règle des 3 tiers, effectivement. Donc le premier tiers est un capital que nous avons reçu à notre création. Le deuxième tiers... Le capital au début... C'est la dotation de départ du Roi Baudouin? Non, le Roi Baudouin a demandé au Parlement belge si il était d'accord de créer une fondation qui porte son nom. Ça a été voté. Oui, ça a été voté. Acté, financé donc. Je n'y étais pas encore. Je venais de naître à cette époque-là. Le budget global. Oui, c'est plutôt en francs belges. Donc non, le budget annuel. C'était bien avant. C'était bien avant. Non, vous n'allez pas revenir sur l'euro, vous aussi? Certainement pas. Certainement pas. Ce qui est important à mentionner aujourd'hui, donc, c'est qu'il y a ce revenu de ce capital. Il y a une dotation de la loterie nationale qui est de 11 millions d'euros par an. La loterie nationale? Oui, la loterie nationale supporte la Fondation Roi Baudouin et nous demande de faire des choses intéressantes avec. Et puis, il y a tout le modèle qui est le centre de philanthropie à la Fondation Roi Baudouin qui permet à des personnes de s'engager à travers nous. Et donc l'ensemble représente un budget annuel de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros? Oui. Marie-Noëlle Kaiser, le modèle économique de WeForest?
Nous ne sommes pas encore à 50 millions d'euros. Non, mais ça viendra. Il viendra. Pour le reboisement, budget, entre autres, voilà, de l'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie, le Brésil, l'Inde, la Zambie. Permettez-moi de saluer une entreprise française, une fois n'est pas coutume, mais la fondation EDF finance sur des territoires éthiopiens des panneaux solaires qui alimentent des pompes à eau, des forages au côté ouest de l'Éthiopie, à 30 km d'un petit village qui s'appelle Nedjos. Et croyez-moi, c'est difficile d'accès. Nous travaillons avec 200 entreprises dont un certain nombre sont basées en France, par exemple Delifrance, Europcar, des marques connues. Donc notre modèle se base vraiment sur la participation des entreprises auxquelles nous proposons une solution facile pour stopper le réchauffement climatique. Donc comme le nom l'indique, WeForest, nous plantons des arbres, nous restaurons les forêts dégradées dans les pays du Sud. Quel est le budget global de WeForest? Donc le budget, c'est 2 millions d'euros. Collecté vers ces entreprises-là. 90% vient d'entreprises. Une petite partie, 1%, vient de particuliers. Et les 9% qui restent viennent en fait de fonds publics de Finlande, d'Allemagne ou d'ailleurs. Et nous essayons de développer ce volet-là pour pouvoir dire aux entreprises qui travaillent avec nous, voilà, nous allons vous restaurer une forêt, donc combien vous voulez d'hectares? Vous voyez, une entreprise dit, moi je voudrais 1 million d'arbres par année. Alors on détermine une zone pour eux et on leur dit, tout ce que vous donnez, on essaiera de le faire matcher, de le faire correspondre par des fonds publics. Donc on est dans cette dynamique-là d'essayer aussi de faire un matching public-privé, ce qui est en fait très bien reçu par les entreprises. Je vous propose de marquer une pause, place au flash d'information et on se retrouve dans quelques instants. Et nous sommes au Parlement européen à l'occasion du premier printemps des philanthropies européennes. À tout de suite. BFM Business, à but non lucratif, les bénéfices du non-profit.